Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Quand je vois cette standing ovation, puisque tout le monde parle en anglais maintenant, à Munich, après le discours de... Le Premier ministre canadien a parlé en français à Davos. À Davos. On devrait faire la même chose. Et on va y revenir. Friedrich Merz, lui, a parlé en allemand. Et on va voir justement ce que ça veut dire et le contenu de ce qu'il a dit. Mais là, on a effectivement une standing ovation des participants au discours de Marco Rubio. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, les Européens sont, comme le dit François Hesbourg dans un de ses commentaires, comme voulant être plus américains que les Américains. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais en tous les cas, c'est le sens. Ce sont les Européens qui ont supplié les Américains après la guerre, il faut le redire sans arrêt, de les protéger. Il y a eu l'Alliance Atlantique, arbitrage de Truman. Les Européens n'ont pas changé d'avis, n'ont pas changé d'attitude. Alors, ils reconnaissent que le président Macron a eu raison dans ses mises en garde depuis des années, mais fondamentalement, ils n'ont pas changé. Ils veulent garder l'alliance. Donc, quand il y a eu l'intervention de Vance il y a un an, qui a parlé comme Solzhenitsyn à la fin, l'Europe est fichue parce qu'elle a abandonné les valeurs chrétiennes. Donc, l'establishment de la sécurité dit, mais de quoi il nous parle? Bon. Donc, c'est typiquement le milieu le plus épouvanté par les positions de Trump. C'est comme si le pape disait les évangiles ne comptent plus. Après, vous allez interroger les cardinaux, vous avez la même chose. C'est l'équivalent des cardinaux en matière stratégique. Donc ces gens-là, c'est normal qu'ils soient un peu soulagés, trop, par le discours de Rubio, qui ne dit pas le contraire, en fait, de Vance. C'est ce que j'allais vous demander. Au niveau du contenu, pas le contraire. Justement, le regard d'un diplomate. C'est pas un abandon de l'Europe. Dans les documents sur la sécurité, ils disent jamais qu'il faut abandonner l'Europe et qu'il faut abandonner l'Europe à une influence russe. Ils ne disent pas ça. Mais même on veut sauver l'Europe d'elle-même. La doctrine officielle américaine, c'est bien celle-là, celle qui a été définie au mois de décembre. Oui. Alors oui, sauver l'Europe d'elle-même. Mais Vance l'avait dit. Hein. Oui, c'est ça. L'Europe va disparaître, la civilisation, si elle n'arrive pas à juguler l'immigration de masse incontrôlée, notamment avec la dérive islamiste. D'autre part, le wokisme, ils veulent mener en Europe le même combat qu'aux États-Unis. Ils n'ont pas changé là-dessus. Mais ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas abandonner l'Alliance. Parce que n'oubliez pas que 70% des achats d'armement qui vont augmenter en Europe se font aux États-Unis. Ils ne veulent pas lâcher ça. Donc bon, alors si le soulagement des milieux stratégiques, genre Munich, est trop grand, du coup ils vont trouver que Macron va trop loin. Et c'est paradoxal. Donc il faut dire, bon, on va essayer de garder l'alliance, on n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est plus prudent, plus sérieux de renforcer les capacités de défense européenne, influer piliers, etc. Donc il faut garder le fil. Qui représente mieux l'Occident, Hubert Védrine? Les USA de Trump et la Hongrie de Orban, ou l'Europe, justement, de Macron et de von der Leyen? On fait tout un plat sur Orban, c'est secondaire, ça c'est aux électeurs hongrois de décider. Hein. Alors, à votre question, c'est l'aboutissement de mes entretiens avec Godelier, grand anthropologue, qui est venu me voir il y a quelques années en me disant, moi qui ai passé ma vie chez les Papous en Afrique, j'arrive aux mêmes conclusions que vous qui avez vécu dans la réalité internationale. L'Occident ne peut plus imposer ses valeurs. On peut trouver ça affreux, déchirant. Oui. Alors on ne renonce pas aux principes philosophiques. Hein. On n'est pas du tout relatif. Et donc, on fait tout un raisonnement historique parce qu'on en a besoin. Et à l'arrivée, on pose cette question. Que va devenir l'Occident géopolitique? On va y revenir, justement, parce que sur ça. Mais justement, sur cette question, alors peut-être que, justement, ça fait partie des options, mais Mathieu Bock-Côté vient d'écrire un livre sur la confrontation des deux Occidents, et tout le monde observe cette fracture atlantique, le transatlantique a quand même pas mal de plomb dans l'aile. Justement, qui incarne le mieux cet Occident, même cet Occident géopolitique? Vous définissez un Occident géopolitique qui commence en 1945 42. Par opposition... C'est Roosevelt-Churchill face à Hitler. Après, c'est les Européens et les États-Unis face à Staline. Ça, c'est l'Occident géopolitique. Ouais. Je ne parle pas de l'Empire romain d'Occident, de la chrétienté. Ça, c'est avant, on en parle beaucoup avec Maurice dans le livre. Alors maintenant, on est obligé de se poser la question, non pas à cause de Poutine, qui a réveillé le système manichéen,
à cause de Trump, qui introduit un doute délétère, déstabilisant. Et on arrive à 3 hypothèses, Maurice et moi, dans le lit d'entretien. Soit les Trumpistes arrivent à Trumpiser l'ensemble du système, Trump version Rubio, version Vance, version Trump tant qu'il est là. Et donc il y a quand même, en gros, un tiers des Européens qui ne pensent pas le contraire de Trump, sur la question de l'immigration notamment. Donc c'est un ensemble Trumpisé, là, les efforts français ont échoué, quoi. Ça ne marche pas. Ou alors c'est exactement l'inverse. L'Europe se relève, me dit c'est pas tolérable cette approche de Trump sur tous les plans. C'est tellement brutal, respectant pas la loi ni la Constitution. On reprend le flambeau, nous les Européens, de ce qu'était l'Occident depuis la charte de l'Atlantique. Alors là, il faut voir quel rôle la France joue là-dedans. 3e hypothèse, les États-Unis et les Européens se séparent. Il n'y a plus d'Occident géopolitique. Chacun vit sa vie. D'ailleurs, déjà avant, on pouvait parler de cousins issus de germains. Donc si on n'avait pas été unifié par Hitler, puis par Staline, encore par Poutine, etc., et maintenant par Trump, bon. Donc il y a 3 hypothèses toutes assez différentes. Vos côtés analysent une des 3. Enfin, il m'en avait une des 3. Et nous, c'est pas un programme politique, l'entretien entre Godelier et moi. C'est une analyse pour aider les gens à anticiper un peu. Lui, il explore la thèse du divorce. Vous publiez un livre d'entretien passionnant donc avec l'anthropologue Maurice Godelier, et vous affirmez que la crise de l'Occident, d'ailleurs, est bien antérieure à Trump et que l'individualisme en est une des causes majeures. Alors c'est plutôt Maurice, enfin il a raison, mais nous on fait remarquer que déjà avant d'être réunifiés par une menace commune, c'était des cousins issus de germains. On a une origine commune, on s'aime bien, on se voit de temps en temps, mais c'est de moins en moins fort. Sauf qu'on a été réunifiés, vous voyez. Et ça, c'est le sens de la démarche. Après, dans l'individualisme, c'est la réflexion sur est-ce que les sociétés occidentales contemporaines sont en mesure d'affronter des grands défis géopolitiques. Et là, on dit c'est quand même des sociétés dans lesquelles l'individualisme absolu a triomphé sur tous les plans. Et ça rend quand même très difficile toutes les actions collectives organisées dans la durée. Donc pour les gouvernements dans les pays démocratiques modernes, donc démocratiques, sociétés individualisées, atomisées, avec toutes les décisions publiques qui sont très très perturbées par les phénomènes de réseau et de portable, dans la confrontation, c'est plus difficile. Si le monde était peuplé d'Européens de l'Ouest, 9 milliards d'Européens de l'Ouest, la question ne se poserait pas. Mais quand on a en face le monde chinois, ce qui reste du monde russe, le monde islamique et compagnie, c'est plus difficile. Donc oui, il y a un lien. Ce n'est pas l'explication principale, mais il y a un lien. Est-ce que, justement, si vous vouliez faire renaître l'Occident, quelle serait finalement la recette ou les pistes idéales ? C'est ce que dit Rubio, ça. Rubio, il veut faire renaître l'Occident. Et vous pensez que c'est ce qu'il faut? Un Occident Trumpisé. À la mode Rubio. Est-ce que c'est la voie à suivre, selon Hubert Védrine? Il faut voir quels sont les Européens qui vont dire finalement Trump est grossier, vulgaire, agressif. Enfin, il n'a pas tort sur le fond. Donc on va suivre ça. Il faut voir ça à travers les élections des 2 ou 3 années qui sont devant nous. C'est votre point de vue, ça aussi? C'est pas mon pronostic. C'est pas votre pronostic. Parce que comme le système Trump est entré en guerre contre 2 choses, l'Europe régulatrice, tous les oligarques qui trouvent Trump effrayant, ils sont mis derrière lui pour empêcher l'Europe de réguler. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à Thierry Breton, qui a inventé les régulations européennes qui sont excellentes par rapport à ça. Bon, donc il y a beaucoup d'Européens qui... Vous pensez que la régulation est un élément du soft power européen? Non, il faudrait que ce soit du power tout court. Il faudrait pouvoir l'imposer, en tout cas pour les opérateurs qui veulent agir en Europe. Et d'autre part, le système Trump est entré en guerre contre l'Europe progressiste. C'est l'histoire de wokisme, etc. Bon, donc là, c'est normal que l'ensemble de l'Europe progressiste pousse des hurlements. Mais il y a 2 choses. Ils veulent attaquer également la capacité régulatrice. Qu'est-ce qui va l'emporter? C'est le moment ou jamais de voir si les Européens qui ne sont pas en état encore aujourd'hui de se défendre par eux-mêmes, mais ça doit être l'objectif, avec un calendrier, un processus. Il faut au moins que les Européens tiennent bon dans des domaines qui sont de la compétence de la Commission, ce qui n'est pas le cas de la défense, qui sont les régulations des plateformes. C'est fondamental qu'on tienne bon. Alors quand Trump va menacer, il va relancer le chantage sur les droits de douane, même si c'est mauvais pour son électorat, vous voyez, par rapport à ça.
c'est une épreuve de vérité pour les décideurs européens dans les mois qui viennent. Il faut tenir bon, là. En lisant votre livre, on a le sentiment, et surtout, c'est pas la première fois qu'on discute ensemble, Hubert Védrine, que, en clair, vous aimeriez qu'il y ait une espèce de coalition euro-américaine qui ne soit pas sur l'individualisme, qui ne soit pas wokiste, mais qui choisisse plutôt Biden, Macron et les sociodémocrates. Mais on a envie de vous dire, choisis ton camp, camarade. Non, parce qu'il n'y a pas de camp dans ce que vous décrivez dans votre question. En fait, d'ailleurs, moi, je ne dis pas ça dans le livre. C'est des éléments fondés sur mon expérience du monde réel. Même chose de la part de Godelier, pour aider les gens qui réfléchissent par rapport à ça. Des termes peu amènes sur l'individualisme. Alors, moi, je pense sur la relation États-Unis-Europe, c'est ce que vous dites. Notamment. Si les Européens avaient voulu que l'Europe devienne une puissance, ils auraient été gaullistes. Au lieu de se déchaîner contre De Gaulle sans arrêt. Les Américains respectaient De Gaulle, les Européens l'ont embêté sans arrêt. C'est peut-être pas trop tard. Mais si on veut être réaliste aujourd'hui, pour que l'Europe sauve sa civilisation, son mode de vie, sa culture, on ne peut pas dire du jour au lendemain on va défendre l'Europe par nous-mêmes, on n'a pas les moyens. Mais il faut qu'il y ait une feuille de route par rapport à ça. Pour qu'on devienne, ils ont une coalition de volontaires, piliers européens de l'Alliance, et après peut-être 2 alliances à l'arrivée. C'est un travail, mais ça veut dire aussi que l'Europe globalement se redresse. Oui, mais avec qui, Hubert Védrine? Parce qu'on n'a pas l'impression, par exemple, que les Allemands, qui sont quand même la puissance majeure aujourd'hui au sein de l'Europe continentale, en tous les cas, fassent ce choix-là. Et qu'on a entendu Friedrich Merz ce week-end plutôt évoquer un axe Merz-Mélanie-Trump. Ils ne parlent pas d'axe, ils ne parleront jamais d'axe. Bien évidemment. Non. Je trouve qu'à un moment donné, ils sont en phase. C'est pas parce qu'il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification qu'il n'y a pas de moyens pour la France et l'Allemagne de travailler ensemble. Mais il ne faut pas être influencé par la micro-conjoncture. Dans la micro-conjoncture, on voit que le chancelier Merz est à l'épicentre, en haut. En même temps, il a eu des propos qu'aucun chancelier n'avait eu sur la nécessité de s'autonomiser par rapport aux États-Unis, se préparer à l'autonomie. Donc ce que je dis, ce n'est pas des commentaires d'actualité tactique électorale, c'est un mouvement de fond. Si les Européens, je redis, veulent préserver leur civilisation, il faut qu'ils travaillent plus, qu'ils investissent plus dans l'avenir de la science, de la technologie, de l'écologie, et que peu à peu, on conquiert cette autonomie en gardant le lien avec les États-Unis aussi longtemps que possible, parce que tous les autres veulent le garder, mais pour être prêt le moment venu à s'en passer, le moment venu. Et là-dessus, je ne crois pas que Merz ait dit le contraire de ça. Après, tactiquement, ça dépend des jours. Voilà. Donc la connaissance du passé, puisque nous, on remonte à la chrétienté des siècles avant. Et c'est passionnant. Oui, mais c'est pour aider à comprendre la suite, en fait. Et oui, il faut maintenir ce qui a été l'Europe. Alors, est-ce que l'Occident géopolitique de la guerre va continuer, parce que ce n'est pas sous la même forme. Mais j'y reviens, Hubert Védrine. Ce qui aujourd'hui veut tenir l'Europe, en tous les cas, beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire l'Europe sans ou contre les États-Unis, veulent le faire autour d'un socle de valeurs, mais qui n'est pas lié aux origines, en tous les cas, de l'Europe, ou en tout cas aux origines religieuses de l'Europe. Le progressisme ne fait pas une identité européenne comme l'a fait l'héritage helléno-romano-chrétien. Alors le progressisme, c'est un courant important, mais qui n'est pas le centre. L'Europe d'aujourd'hui, c'est la combinaison entre la chrétienté, l'Empire romain d'Occident, l'origine gréco-latine et les Lumières, qui ont sécularisé les valeurs chrétiennes. Y compris, c'est ça le problème aujourd'hui, le prosélytisme, l'esprit missionnaire qui ne marche plus en fait. Donc il y a une sorte de révolution mentale à tout point de vue, mais quand on revient aux choses concrètes, ça veut dire une Europe dans laquelle les gens comprennent qu'ils sont en compétition quand même, compétition avec le reste du monde pour préserver le mode de vie occidental. Et au-delà de tous les désaccords, il me semble que les Européens veulent préserver un mode de vie qui est quand même le meilleur qu'on ait jamais vu. Donc là, je pense qu'il y a un chemin, mais il faut beaucoup faire un travail énorme sur les mots, les slogans, le calendrier, pour que ce soit audible. Et je ne vois pas de contradiction insurmontable entre les Européens, sauf qu'on ne peut pas s'affranchir du jour au lendemain des États-Unis. Mais il faut se préparer à ce moment-là. Alors, une dernière question d'actualité, et on en parlait avec le discours de Friedrich Merz. Est-ce que le fait que l'Allemagne soit devenue
ou veuille devenir la première armée conventionnelle d'Europe vous inquiète, vous rassure, vous indiffère? Ça fait très longtemps qu'on demandait aux Allemands de faire un effort plus grand. Pas que les Américains qui se plaignent depuis très longtemps, mais même nous. Donc on ne va pas devenir angoissé là brusquement. Mais c'est vrai que l'avenir n'est pas... Mais vous qui avez travaillé avec François Mitterrand, qui était quand même assez mauriacien sur cette question, qui aimait tellement l'Allemagne qu'il préfère en avoir deux qu'une. Non, ça c'est un ragot, ça. Enfin, je ne veux pas dire ça sur vous, mais quand on lit notamment les travaux des grands historiens allemands actuels, ils réfutent complètement ça. Mitterrand n'a pas dansé de joie à l'idée que l'Allemagne redevienne numéro 1. Mais il a toujours géré ça pendant 10 ans, en disant il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Bon, ça c'est un autre débat, vous m'inviterez une autre fois. Merci. Il faut agir en sorte pour que l'Allemagne ait intérêt à s'insérer dans cette Europe qui va s'affirmer plutôt que de s'affirmer par elle-même. Mais l'option existe. Pilier européen. Après l'Occident, justement, l'entretien et ce livre d'entretien entre Hubert Védrine et l'anthropologue Maurice Gaudnier est absolument passionnant et c'est à lire. C'est aux éditions Bascule. C'est œcuménique, c'est Perrin et Robert Laffont. Merci Hubert Védrine. Il y a un point d'interrogation dans le titre. Il y a un point d'interrogation. C'est important. Merci.